On n'a pas d'autre choix que d'accepter une dure réalité. La planète automobile s'est SUVisée au-delà de ce qu'il était possible d'imaginer. Pire, certains de ces modèles plus ou moins patos reprennent désormais le nom de voitures de sport, plus ou moins sportives, qui nous ont fait rêver dans notre jeunesse, et vous trouvez cela pas globe du tout? Restez avec moi si vous aimez les films d'horreur. Ça avait commencé avec le Mustang Mach-E, alors qu'une Mustang à 4 portes, ça c'est... ok. Originellement, la Mustang était une pony car, pas réellement sportive, mais plutôt une impression de sportivité. Et quoique, si tu veux du vrai muscle, de la puissance et de la vitesse, tu te payes la version avec un gros moteur. Elle existe, elle est là pour ça, mais elle ne se vend pas tant. Ce qu'on appelait des voitures de garçon coiffeur chez nous à l'époque, la Capri, petite sœur européenne de la Mustang, en étant un parfait exemple. Et la Capri aussi a vu son nom repris pour un SUV avec quelques éléments stylistiques évoquant vaguement le grand coupé des années 70. L'Oval bleu semble spécialiste de la chose, puisque si je vous dis Puma, vous pensez à l'espèce de crossover qui essaye vainement de se battre en WRC depuis quelques saisons. Quand pour les gens de ma génération, c'est un petit coupé sur base Fiesta qui n'était pas allé plus loin que des championnats nationaux avec sa version Super 1600 aux ailes gonflées de Kit Car. Remarquez qu'il subsiste une filiation entre les deux générations, celle d'être basée sur une Fiesta. Sauf que dans les années 90, il s'agissait de marquer les esprits avec un modèle qui allait pas se vendre beaucoup, mais faire beaucoup pour l'image de la marque. Alors que désormais, il faut vendre beaucoup sur un marché tellement porteur qu'il a fait disparaître la berline sur laquelle il se base. Et on pourra se poser la question de la différence entre une berline, un crossover et un SUV quand on prend leurs dimensions respectives. Il existe même sur les réseaux sociaux un test de la Peugeot 307 avec ses plus d'1,50 m de haut, soit pile à mi-chemin, 120 mm plus haute que la 306 qu'elle remplaçait et 120 mm plus basse que la 3008 actuelle, voire moins si on compare le break SW. Et même pas 3 cm de moins que le Puma dont je viens de vous parler. En réalité, cette tendance n'a pas été lancée par Ford, mais par Mitsubishi avec l'Eclipse Cross, qui n'a donc plus rien à voir avec la voiture aperçue il y a plus de 25 ans dans The Fast and the Furious, le premier film de la saga. Oui, 25 ans, je sais. Un nom porteur d'image pour un véhicule qui en manquait cruellement, je pense que tout est dit, c'est une basse manœuvre marketing. Donc oui, le Mustang Mach-E apportait du prestige et peut-être quelques inspirations visuelles à un véhicule qui aurait pu n'être qu'une brique sans identité. Et qui devait essayer de se vendre sur un marché où seul Tesla réussissait. Si, j'insiste sur ce point, les grands constructeurs américains avaient déjà lancé des voitures toutes électriques, avec un nom tout neuf créé pour l'occasion, et ça n'avait pas marché. Mais Tesla avait réussi là où ils avaient tous échoué. Après tout, Chevrolet Blazer, Ford Bronco, Renault 4 et 5 e-Tech, Opel Frontera, Fiat Panda, dans une moindre mesure Ferrari F80 et même Tata Sierra sont des exemples de voitures qui espèrent survivre sur leur marché en évoquant le souvenir de modèles du passé. Une dizaine d'années avant la Mitsubishi Eclipse Cross, il y avait eu la Nissan Skyline Crossover en 2009 et là, il s'agit à la fois de surfer sur un nom porteur de berline qui se vend bien et aussi de rassurer pour un relativement nouveau segment de marché. Regardez, vous avez confiance dans notre berline, la voici dans une version plus haute, donc plus habitable. Et Cross pourrait presque vous faire croire que vous pourrez passer sur tous les chemins qui vous mènent à votre maison de campagne les week-ends, alors que c'est juste l'apocalypse de crossover, littéralement croisement entre deux segments de marché. Honda fera de même avec l'Accord Cross l'année suivante. Ces voitures étaient là bien trop tôt pour être incluses dans la tendance actuelle. Le SUV ou crossover ne remplaçait pas la voiture dont il reprenait le nom, mais la secondait dans la gamme. Même si vous connaissez le nom de Skyline pour la GTR, la deux portes vitaminée, ce n'étaient pas des voitures de sport au départ. Donc on s'éloigne un petit peu de notre vidéo du jour. Bon, en vrai, oui, longtemps avant Mitsubishi et son Eclipse Cross, Ford avait déjà repris le nom d'une pseudo-sportive pour un SUV. Vous connaissez la Maverick? Non, pas lui. On dirait presque une muscle car, mais ce n'est même pas une pony car. Rembobinons, la Mustang est une fausse sportive basée sur la populaire sous-compacte Falcon qui ne se vendait plus trop depuis l'introduction de cette petite sœurette aux allures sportives. Alors Ford a décidé de lancer un modèle d'entrée de gamme pour concurrencer les japonaises qui commençaient à essayer de se faire une place, ainsi que la coccinelle allemande si économique. Mais puisque les berlines ne se vendaient plus très bien, autant faire ce qui se vend, c'est-à-dire un presque coupé à l'allure, disons, dynamique plus que sportive, donc une mini Mustang, en reprenant la base de la Falcon pour faire des économies, soit la même que la Mustang,
mais en ne proposant jamais de motorisation vraiment sportive, en se contentant de petits 6 en ligne qu'on trouvait dans la familiale. Le modèle sera vendu de 1969 à 79, très vite pris de court par la Pinto qui reprend exactement la même recette mais sur une plateforme totalement nouvelle et avec des moteurs 4 cylindres pour vraiment espérer d'amener le pion aux importations économiques. Des moteurs 4 cylindres issus des gammes Ford Angleterre et Ford Allemagne, donc des 4 cylindres européens qu'on retrouvait sous le capot de la Ford Escort contemporaine. Et par la suite un V6, le V6 Cologne, lui aussi européen comme son nom l'indique. En 1988, Ford utilise ce nom de Maverick pour ça. Le Ford Maverick, vendu en Australie pendant quelques années, n'est autre qu'un Nissan Patrol GR rebadgé. On est plus dans le franchisseur baroudeur pur et dur que dans les SUV familiales, probablement idéal dans le bush austral, beaucoup plus que sur le parking de supermarché. Dans les années 90, Ford et Nissan coopèrent pour créer un SUV européen, pour le coup un vrai SUV des familles, parfait pour emmener les enfants à l'école en semaine et en rando au col le dimanche. Nissan utilisera le nom de Terrano, Ford celui de Maverick. Le premier se vendra vraiment bien et durera plus d'une douzaine d'années. Le second échouera et sortira du catalogue après 5 ans. Mais le nom sera immédiatement repris sur certains marchés européens pour l'Escape sur base de Mazda Tribute en 2001. L'Escape qui deviendra le SUV le plus vendu aux États-Unis d'Amérique pendant plusieurs années, mais pas chez nous. Et plus récemment, le nom a été repris pour un pick-up sur la plateforme C2. La C2, c'est celle de la dernière Focus. Et voilà, un pick-up uniquement destiné au marché nord et sud-américain, mais on pourrait l'imaginer chez nous aussi, pourquoi pas. Un vrai exemple de recyclage de nom, tellement COP21. On en termine avec les atrocités, les SUV, reprenant le nom d'une sportive avec l'Alfa Romeo Junior. Vous connaissez ce SUV, Peugeot 2008 recarrossé, qui devait s'appeler Milano à son lancement, un hommage à la ville d'origine de la marque. Sauf que la voiture est produite en Pologne, pas en Italie, et qu'une loi interdit de tromper les consommateurs de la péninsule avec des noms trop locaux. Ceci dit, je me demande comment ils font avec les marques plus ou moins historiques et plus ou moins disparues qui se font racheter depuis quelques années par des constructeurs chinois pour assembler en CKD des modèles fabriqués en Asie sans payer de taxes en Europe. D'où un changement de nom qui a dû coûter des millions puisque toute la com était déjà imprimée. Or, le nom Junior chez Alfa était déjà attaché à un modèle, la version sportive de la berline Giulia. Oui, la Giulia existe actuellement dans la gamme Alfa, mais elle n'est pas basée sur une Peugeot, donc on ne peut même pas sortir cette antériorité comme un argument de légitimité. Précisément, la berline de 1962 se verra raccourcie et recarrossée par Burton pour d'abord s'appeler Sprint GT, car Sprint voulait dire coupé chez Alfa. Puis il y aura la Sprint GT Veloce avec un moteur plus puissant, donc plus rapide. Et en 66, la GT 1300 Junior avec, comme son nom entier l'indique, une cylindrée moindre afin de la rendre moins chère, donc plus accessible aux jeunes. Il y aura plus tard une 1600 GT Junior lorsque la Veloce troquera son moteur 1600 pour un moteur 2 litres. Il y aura même une Junior Z qui, là aussi son appellation nous dit tout ce qu'il y a à savoir, est une version recarrossée par Zagato, d'une voiture qui avait été auparavant recarrossée par Burton. Les réunions de projet devaient être très sympas. Y aura-t-il un SUV Junior Z dans les prochaines années? Autant ce serait pas joli, autant ce serait rigolo et osé, deux notions qui semblent avoir quitté depuis longtemps le conseil d'administration de Stellantis. Et oui, j'ai demandé à ChatGPT de me la dessiner, j'ai honte, désolé, j'avais pas le temps de la faire moi-même. Dites-moi laquelle vous offusque le plus dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.